BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité de ce soir, c'est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Hubert Védrine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment, parce que en ce moment, il y a un débat à l'Assemblée nationale, un débat qui se veut politique pour certains. On y reviendra largement. On parlera évidemment de Gaza, des solutions, est-ce qu'elles existent ou pas. On parlera de votre livre, un nouvel ouvrage que vous avez, un ouvrage collectif autour des grands diplomates. D'abord une question, Hubert Védrine, le risque géopolitique qu'on voit ici avec beaucoup de chefs d'entreprise qu'on interroge, c'est vraiment le premier risque. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour les rassurer, ou alors ce que vous lui dites, écoutez, il y en a encore pour longtemps? Ça dépend de leur domaine d'activité, parce que beaucoup considèrent que le risque écologique est passé devant. Ça dépend de ce qu'ils font, en fait. Mais moi, j'ai constaté, avec beaucoup de chefs d'entreprise remarquables et très grands, mais aussi des PME de haut niveau, c'est qu'ils ont intégré ça. Les dernières années, ils avaient un peu oublié mondialisation globale, la géopolitique est moins importante, ils ont intégré ça. Alors après, ça dépend de ce qu'ils font, dans quel pays, etc. Mais c'est présent dans la tête de tous, et ils le savent. Et ils savent pour le moment, à mon avis, comment gérer, même si on est devant une année particulièrement chahutée, notamment à cause de l'hypothèse Trump. L'hypothèse Trump, on en parlera, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ce débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il fallait un vote, sachant que le vote est non contraignant, que ce soit les opposants, que ce soit Marine Le Pen ou du côté de chez LFI, ils disent voilà, c'est uniquement un vote politique que vous demandez par rapport aux élections européennes. Est-ce que pour vous, il fallait un vote sur cet accord de sécurité qui a été fait entre la France et l'Ukraine? Alors, en effet, ça porte là-dessus, en principe. Oui, bien sûr, en principe. L'accord de sécurité, qui n'est pas un accord militaire contraignant, hein. À mon avis, il n'y a d'ailleurs aucune raison de voter contre l'accord en question. Mais je trouve que, compte tenu de l'évolution des choses, c'est pas mauvais qu'il y ait un débat, même si le vote n'est qu'indicatif après. D'ailleurs, je l'avais demandé avec Jean-Pierre Chevènement il y a quelques jours. Si en revanche, on devait aller un jour plus loin, mais on n'est pas tout à fait dans cette hypothèse, il faudrait des votes formels, et pas spécialement en France. On est un protagoniste sur 27, ou 28 si on introduit l'Ukraine. Vous voulez dire, si un jour on doit envoyer des troupes après, les troupes en Ukraine, là, il faudrait quelque chose de contraignant, un vrai vote. Oui. Bien sûr, mais apparemment on n'est pas dans cette hypothèse en fait. Les explications données, le fait que Biden ait dit lui-même les Ukrainiens ne demandent pas de troupes, les explications de Zelensky dans Le Monde de cet après-midi qui sont très claires. Chez nos confrères de BFM TV hier soir. Il parle, en plus, il parle de coopération, il parle d'entraînement, il parle de formation, il parle de réponse aux cyberattaques. On n'est pas du tout dans le domaine de l'engagement terrestre, car apparemment, d'ailleurs, on l'a vu après, personne ne soutient en Europe. Il n'empêche que ce qu'a dit le président peut provoquer dans les esprits la prise de conscience du caractère dangereux, tragique. Donc, conclusion, moi je trouve ça plutôt bien qu'il y ait un débat qui est indicatif, mais on est un pays d'un ensemble. Oui. Parmi d'autres, oui. Bon, ça n'a pas de conséquences directes. En plus, c'est le débat sur le fond. Il faudrait le compléter par l'analyse des sondages sur l'opinion en général. Parce que là, c'est le positionnement des partis qui se regardent les uns les autres. Absolument. Dans une campagne européenne. Donc, ça réduit un petit peu la signification, mais c'est pas inutile. Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais sans doute, le discours du Premier ministre, Gabriel Attal, très offensif vis-à-vis de la Russie. Il dit « Nous sommes à un point de bascule ». Est-ce que vous direz, du reste, il y avait l'ambassadeur d'Ukraine qui était présent dans l'hémicycle au moment de cette discussion. Est-ce que pour vous, nous sommes vraiment à un point de bascule où on voyait il y a quelques jours, on était très pessimiste. Hier, Volodymyr Zelensky nous a un peu rassurés, si j'ose dire, en disant, voilà, on sent que sur le front est mieux tenu. Il y aurait bascule dans l'hypothèse où l'armée ukrainienne craquerait face aux offensives. Je vous rappelle qu'il y a un an, tout le monde s'attendait à ce que l'Ukraine gagne. Oui, avec son offensive. D'ailleurs, le débat à l'époque aux États-Unis, c'est jusqu'où les soutiens-t-on Donbass, sans doute. Crimée, sans doute pas. Ça, c'est le débat, pas en Europe, qui est manichéenne sur ces sujets, mais aux États-Unis. Là, on est dans la situation inverse. Donc, c'est pas anormal de se poser la question qu'est-ce qu'on ferait, mais le on est collectif. On ne peut pas imaginer sans les Américains dans la situation d'aujourd'hui. Donc, ça concerne chaque protagoniste. Donc, il y aurait bascule. Je pense qu'il y a bascule maintenant. Il pourrait y avoir bascule. Si l'armée ukrainienne dit on va reculer devant l'armée russe. Et là, les Américains, avant même nous, quels que soient nos efforts, notre bonne volonté, seraient renvoyés à l'engagement de Biden depuis le début. On ne veut pas être entraîné dans la guerre à la Russie, etc. Mais on empêchera Poutine de gagner en Ukraine. Là, le risque existe.
Comment vous jugez, alors certains parlent d'aller-retour, les positions d'Emmanuel Macron. Zelensky disait hier, Vladimir Poutine a personnellement trompé Emmanuel Macron. L'ancien président de Russie, Dmitri Medvedev, vient de faire un tweet insultant vis-à-vis du président de la République française en le traitant de trouillard zoologique parce qu'il a décalé sa visite à Kiev. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que la position d'Emmanuel Macron est ambiguë? Quelle est votre position, Hubert Védrine? D'abord, je ne juge jamais les positions des présidents. Je peux donner mon avis sur ce qu'il faudrait faire si on veut bien l'écouter. Je ne juge pas non plus l'action des ministres. Et globalement, je pense que c'est devenu très très compliqué de gouverner les démocraties. Ça, c'est un commentaire général. Oui. Bon. Après, vous observerez que tous les protagonistes, à commencer par Zelensky, qui n'avaient pas les mêmes positions au tout début, ont évolué, se sont adaptés. Donc c'est un petit jeu, il ne faut pas concentrer que sur la question française. Oui, mais il y en a qui est le chef de l'État quand même. Donc Bien sûr, mais le chancelier Scholz, c'est chancelier de l'Allemagne aussi, etc. Donc ils ont tous évolué en fonction de la situation. Et à mon avis, malgré les évolutions que vous soulevez, la ligne est restée celle de Biden du début. On empêchera Poutine de gagner. Il se peut que la question se pose maintenant. D'où le risque de bascule, d'où la nécessité d'une réponse pour rétablir un rapport de force qui obligerait la Russie à renoncer un jour, etc., etc. Bon, donc on est dans cette situation et c'est difficile de différencier parce que en dehors de quelques partis, disons plutôt pays ou partis ou commentateurs qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire quasiment assumer le risque de la guerre à la Russie. Il y en a beaucoup dans les débats d'information continue, notamment en France, par exemple. Mais ce n'est pas du tout la ligne américaine, ça. Ah non, loin s'en faut. Donc on est plutôt sur la ligne américaine, sauf que compte tenu du risque, alors vous dites le risque est moins grand qu'à quelques jours, mais ça c'est la micro-conjoncture. On est quand même dans l'hypothèse, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher éventuellement l'effondrement de l'armée ukrainienne? Donc ça c'est le contexte général. Bien sûr. Ah, justement, par rapport à ce contexte général, est-ce que pour vous il est important qu'on trouve un accord, que ça soit négociation, que ça soit la victoire de l'un ou l'autre, espérons que ça sera quand même celle de l'Ukraine, avant les élections américaines? Parce que là, tout peut changer. Si jamais c'est Donald Trump qui est élu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non, c'est impossible. D'abord, le 11, c'est qui? Personne n'a les moyens de convaincre Poutine de négocier alors qu'il est plutôt en position de force. Erdogan, le président turc, qui a dit qu'il était prêt à les recevoir. Il y a les Turcs et d'autres pays qui s'en mêleront, les Chinois, les Indiens, d'autres pays, en disant on est disponible pour. Mais Poutine n'a pas du tout intérêt, même s'il le voulait, j'en sais rien en fait, entrer dans une négociation quelconque avant l'arrivée de Trump, qu'il espère. Ouais. Si finalement Biden est réélu, malgré tout, ce qui est possible aussi, pour Poutine c'est moins évident. Et il sera peut-être ouvert à ce moment-là à une sorte, même pas de négociation, mais d'arrêt des combats. Mais je ne vois pas de cas de figure qui débouche sur une négociation aujourd'hui. D'abord, les Ukrainiens ne le demanderont pas, parce qu'ils espèrent toujours tenir bon et regagner. Et Poutine n'est pas disponible. Donc il faut analyser ça en fonction des intérêts de la Turquie ou de l'un d'autre. Le pape a demandé à ce qu'on hisse le drapeau blanc. Il est dans son rôle, là, le pape. Et de toute façon, il ne peut pas l'imposer. Et jamais les Ukrainiens accepteraient de s'arrêter là. Et même Poutine n'a pas intérêt. Donc c'est une sorte d'évocation. Alors, il y a des papes, dans certains cas, qui font des déclarations qui ont un impact géopolitique, mais là, on est plutôt dans une sorte d'abstraction papale, vous voyez. Hubert Védrine, tout à l'heure, Gabriel Attal, sans doute dans son discours, très offensif, encore une fois par rapport à la Russie qui n'a reculé contre aucune exaction, aucun crime, 10 000 civils tués, la politique de la terre brûlée, et qui a dit, alors sans doute aussi pour que les Français se sentent concernés, en disant, mais il y a un vrai risque sur le pouvoir d'achat des Français, parce que la Russie est le premier producteur de céréales et de blé, l'Ukraine en est le deuxième. Imaginez si jamais la Russie prenait le contrôle de l'Ukraine, à ce moment-là, il y aurait vraiment une OPA sur l'ensemble des blés dans le monde entier. Est-ce qu'il y a un vrai risque économique? Il n'y a même pas besoin d'évoquer ce risque pour considérer que ce n'est pas possible de laisser Poutine gagner en Ukraine. C'est le cas depuis le début. Rappelez-vous que d'ailleurs l'exportation des céréales auxquelles fait l'Union était empêchée au début. Ouais. Et finalement, les Ukrainiens ont eu beaucoup d'astuces, de courage, de roublardise, de technologie et d'aide américaine. Ils ont réussi à resécuriser pour eux l'ouest de la mer Noire. En tout cas, insécuriser l'ouest de la mer Noire par rapport à la flotte russe qui n'est pas loin. Donc on est moins dans ce cas de figure qu'en 2022, 2023. Mais il n'empêche que
Oui, il y a un risque russe indirect en réalité pour nous, et tout doit être fait pour qu'il reste indirect, pas direct. Oui. Ce qui nous renvoie au rétablissement de l'équilibre des forces en Ukraine, qui doit être fait avec les efforts des Européens et des Américains. Il ne faut pas se résigner à l'idée que les Américains sont hors jeu, sous prétexte que Biden est coincé au Congrès et que Trump va revenir. Il faut absolument réimpliquer, d'autant qu'il y a un sommet de l'OTAN dans 3-4 mois. Absolument. À quoi va-t-il servir? Il faut réimpliquer les Américains qui ne sont pas en Europe pour des raisons de philanthropie. Ça fait partie du statut mondial des États-Unis. Oui, mais justement, est-ce qu'ils ont encore envie de jouer ce rôle-là? Enfin, c'est un de vos sujets de prédilection, Hubert Védrine, mais est-ce qu'ils ont encore envie de jouer ce rôle-là? Il y a toujours une tendance, disons, isolationnisme, enfin plutôt dans la tête qu'en vrai. Okay. Depuis que les Américains ont été obligés de venir en 1917, puis à nouveau après Pearl Harbor, ils n'ont jamais été vraiment. Et d'ailleurs, les républicains trumpistes, ils sont dans une incohérence totale, parce que leur problème numéro un, c'est la Chine, sans arrêt. Ils commencent à dire l'Europe, on s'en fiche un peu. S'ils n'arrivent pas à appliquer déjà Obama, l'engagement de Biden, on empêchera Poutine de gagner en Ukraine. Ils vont jamais impressionner la Chine. C'est fini pour eux. Il ne connaît que le discours de force, en tous les cas. Donc je pense que même les républicains les plus obtus devraient être sensibles à ça. Mais il ne s'agit pas des Américains sans nous. Il faut combiner les... bien sûr, il faut quand même qu'il y ait l'Europe, enfin du moins... mais en même temps, c'est les Européens. Il y a la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Union européenne. Les Européens. Pourquoi Poutine cible la France, justement, et Emmanuel Macron? C'est juste parce qu'on a ce ressenti-là, parce qu'on... Non, il cible moins l'Allemagne. La France s'est mis beaucoup en avant. Emmanuel Macron s'est mis beaucoup en avant. Alors que le chancelier Scholz... D'abord, il est occupé à plein de temps par la gestion de sa coalition, très compliqué, et il dit presque rien. Est-ce qu'il y a un risque parce que je voudrais qu'on garde quand même quelques minutes pour parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit? On voit en Transnistrie, ici, à nos frontières. Vous croyez une invasion des pays baltes, la Transnistrie? Est-ce que moi, je vois pas comment. Pourquoi Poutine, qui aurait pu attaquer assez facilement en 2022, si c'était vraiment son but. Moi, je pense qu'il est obsédé, comme l'était Yeltsin avant lui. Et d'ailleurs, même les opposants à Poutine pensent comme lui sur ce sujet. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il a attaqué que l'Ukraine. Il a raté la mainmise sur l'Ukraine. Donc, il est dans le Donbass, en quelque sorte. Pourquoi il attaquerait maintenant, ou 2025-26, alors que l'esprit de défense a été réveillé dans toute l'Europe, dans l'OTAN, enfin, dans toute l'Europe. Les neutres ont rejoint l'OTAN. Il y a du réarmement partout. Les Baltes ont monté un système avec un mur défensif important dans tous les pays baltes par rapport à leurs voisins de l'Est. Donc, ça me paraît complètement... Ça me paraît absurde, mais comme il faut... Deux précautions valent mieux qu'une, et on ne sait jamais. Moi, j'approuve à fond tous les renforcements conventionnels dans les pays baltes et en Moldavie. Oui. Puis il faut rappeler qu'il y a quand même une élection, une élection, il faut le dire vite, le 17 mars, donc là, dans quelques jours, élection présidentielle russe. C'est peut-être pour ça que... non, mais les bruits de bottes sont juste de ressort de cette élection. C'est connu d'avance. Ça ne change rien. Oui, non, ça c'est connu d'avance, c'est pour cause. Et il n'y a personne. Sur Gaza, l'enfer à ciel ouvert, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a l'amorce d'une solution? Parce que chaque fois, on l'entend. J'ai noté il y a 3 semaines que même après les horreurs de l'attaque du Hamas, abominable, il y a quand même aujourd'hui, alors il y a bien l'horreur de la guerre de Gaza, qui est la réponse, le résultat, il y a quand même environ 30% ou un peu plus d'Israéliens qui acceptent de revenir à l'idée d'une solution à 2 États. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais après le traumatisme du Hamas, ça devrait être à 0%, cette thèse. Alors je sais bien que 25% d'entre eux veulent virer tous les Palestiniens, comme un peu dans les guerres indiennes aux États-Unis, mais il y a quand même un tiers. Et vous avez noté que Biden, qui n'est pas du tout obligé pour des raisons américaines, il parle depuis le début de retrouver une voie vers un État palestinien. Donc l'idée de la solution à 2 États était morte déjà, puisque Netanyahou avait proclamé que c'était fini. Elle peut renaître. C'est l'espoir d'une sorte de camp de la paix très minoritaire, très courageux, où il y a beaucoup d'anciens militaires. Il n'y a pas que des idéalistes. Je sais que c'est une hypothèse très fragile, mais on ne peut pas... Mais qu'il faudrait lancer, il faudrait qu'elle avance en tous les cas. Non, il faudrait qu'elle départ de Netanyahou. Oui. L'arrivée de Gantz, etc. Mais on voit que Biden, Blinken et Sullivan attendent ça, en fait. Bon, donc je sais bien que c'est très fragile, mais ce n'est pas totalement impensable. Hubert Védrine, vous avez, parce qu'il nous reste juste 3 minutes, pardon, vous avez, donc je le disais, à diriger cet ouvrage collectif sur les grands diplomates. Juste une question avant. Est-ce que pour vous, Dominique de Villepin est un grand diplomate ?
Il a été un grand ministre, grand diplomate, ses négociations. Oui. Grand ministre, notamment par un discours magnifique, où il exprimait la position de Chirac et la sienne. Alors, je voudrais vous le faire écouter dans un... Mais il n'y a aucun contemporain français dans le Oui, attendez, je voudrais qu'on vous écoutez... méchamment exclu. Je voudrais que vous écoutiez Dominique de Villepin, qui était face à Apolline de Malherbe. C'était un face-à-face assez tendu, notre concert de BFM TV. On l'écoute, et puis après, évidemment, vous aurez le droit à répondre. On écoute Dominique de Villepin. Qui vous paye? Personne vous paye? Non. Ah bon, non, mais vous avez une société, vous faites du business, vous l'avez dit, vous faites des missions de conseil. Et je voudrais, mais en toute transparence, et justement pour pas qu'il y ait de fantasmes ou de rumeurs, vous posez cette question à Hubert Védrine? Et bien voilà, je vous la pose, qui vous paye? Là, c'est de la question, c'est parce qu'on disait que Dominique de Villepin, on dit qu'il est financé par le Qatar. Enfin, en tous les cas, qu'une grande partie de ses revenus proviennent du Qatar. Alors, je vous pose la question, qui vous paye, Hubert Védrine? Je ne travaille pas. Aucun gouvernement, ni français ni étranger, à aucun moment. Ouais. D'autre part, Dominique, après, il m'a envoyé un message en disant « Je m'excuse de l'avoir mis en cause ». Je lui ai répondu « Il n'y a aucun problème, tout le monde sait que j'ai une société de conseil ». Il y a zéro problème. Ouais. Et il y a un problème si jamais il est financé par le Qatar? Pas financé, si jamais il a... J'en sais rien. Ouais. Je ne suis pas là pour étudier le cas de Dominique. Non, mais de se faire payer par des gouvernements, ça pose un problème plus que par des entreprises. On va spéculer sur des spéculations. Ouais. Moi, je sais qu'on est plutôt en phase, lui et moi, en ce moment, sur les grands enjeux. Ukraine, Proche-Orient, etc. Et ça me suffit. Alors, comme il nous reste 2 minutes sur les grands diplomates, c'est un livre que vous publiez chez Perrin, pour ceux qui nous regardent à la télévision, vous allez pouvoir voir la couverture. Vous remontez à quand? On démarre avec Mazarin. Ouais. Et il y en a combien au total? Qui était tout en haut de la hiérarchie selon Kissinger, mais il est très 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 connu. Donc on va de Mazarin, un peu de 21e, il y a comme Boutros-Ghali, Kofi Annan, Kissinger qui vient de mourir, qui était ministre avant, et Lavrov, parce qu'il faut avoir un tableau complet. Donc le ministre des Affaires évidemment russe, ministre des Affaires étrangères très important. On a mis des gens qui ont été là longtemps. Et d'ailleurs, dans la postface, je dis qu'il n'y aura plus l'équivalent dans l'avenir, parce que d'abord, les numéros 1 mangent l'activité, pour des raisons... C'est le cas partout, c'est le cas en France, mais est-ce que c'est le cas partout? C'est plus vrai dans les démocraties. Partout, il n'y a pas de cas français particulier. Hein. Et d'autre part, il faut du temps pour bâtir ça. Donc c'est un autre monde. Mais comme on n'est pas dans la communauté internationale sympa des Boy Scouts, les gens ont compris ça, enfin, je crois. On n'est pas non plus dans la guerre froide, c'est plus compliqué, avec tous les sujets d'instabilité. C'est pas sans intérêt, en dehors de la passion pour l'histoire que j'ai, qu'ont plein de lecteurs, de revenir à l'époque pour voir comment ces gens qui étaient les maîtres du monde à l'époque, les fabricants des politiques en Europe, comment ils ont géré bien ou mal les équilibres et déséquilibres des forces. C'est intéressant pour nous maintenant. S'il y en avait un, votre top one, c'est qui? Non, il n'y en a aucun globalement. Il n'y a pas une personnalité quand même qui, je ne sais pas, qui vous fait fantasmer, Hubert Védrine? Non, ils sont tous passionnants, mais il faut prendre des séquences. Par exemple, Talleyrand au Congrès de Vienne, c'est génial, mais pas tout Talleyrand. Kissinger, analyse formidable. Donc, il n'y a aucun qui soit globalement... Ou alors, je citerai Vergène, qui, comme moi, je combats les idées chimériques à la française, lui disait « je combats les idées métaphysiques ». Et il pensait que la France n'avait plus besoin à l'époque de conquérir de nouveaux territoires. La France était dominante à l'époque. C'était incroyablement courageux de dire ça. Revient, mais c'est pas tout Vergène, vous voyez, c'est des séquences. Merci beaucoup. Donc, c'est Les Grands Diplomates et c'est publié chez Perrin. Et bientôt, vous allez publier, vous viendrez nous voir, un livre sur Camus, un livre plus personnel. Très personnel. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Hubert Védrine.